il faut entre 3 et 4 mois pour entraîner ChatGPT. Et du coup, ça en fait des monstres. C'est un monstre obèse, en fait, ChatGPT, en termes de réseau de neurones. Et c'est pas agile du tout. Et ça, c'est un obstacle énorme en entreprise. Déjà, rien qu'en termes de données d'apprentissage, en fait, l'être humain, il a un apprentissage de 4 milliards d'années, quoi. Oui, et puis l'être humain n'est pas qu'un être mécanique de chair et de sang. C'est aussi des valeurs spirituelles, des valeurs intellectuelles, des valeurs culturelles, voire des valeurs religieuses aussi. Si tu veux, avec ChatGPT, c'est que je pense que c'est pas du tout adapté au marché de l'entreprise. La connaissance, pour moi, c'est réservé à l'humain. C'est-à-dire que l'IA manipule de l'information, l'humain manipule de la connaissance. Là, c'est pas pareil. Quand je te le présente en disant tu encodes, tu crées un vecteur, tu décodes, ça paraît simple. Ouais. Sauf que en réalité, l'encodage, il est multicouche déjà. Quand tu regardes la complexité des IA génératives depuis le début, tu vois qu'il y a une croissance quasi exponentielle de la complexité dans la plupart, sauf celles qui sont destinées au B2B, qui au contraire sont plutôt sur une pente décroissante. Il y a des contraintes de prod qui peuvent, je pense que tu connais bien ça en banque, qui peuvent intervenir et tu peux totalement te faire refuser ton modèle par la prod. Exactement. Depuis novembre 2022, tout le monde parle énormément de ChatGPT. On parle de tous ces outils d'IA générative. On parle de Mistral, on parle d'Anthropic, on parle de Copilot, on parle de Llama, on parle d'OpenAI. Bref, on parle de toutes ces solutions qui sont en train et qui transforment littéralement notre quotidien et notre façon de travailler. Et moi, je dis souvent que si vous ne les intégrez pas dans votre quotidien, vous êtes en train de rater littéralement une révolution. Et dans ce podcast, on va voir ensemble ce qu'on entend concrètement par IA générative. Qu'est-ce qu'on entend par Transformers? C'est quoi les LLM? Comment les entreprises peuvent les intégrer au quotidien? Quels sont les use cases concrets que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour bénéficier de la puissance de ces outils? Et pour en parler, j'ai invité une personne spéciale dans ce podcast, Didier Gauthier. Avant de vous laisser avec l'échange avec Didier, laissez-moi vous présenter qui est Didier Gauthier. En fait, Didier Gauthier, c'est le Head of AI Digital Services France chez Orange Business et Services, qui est l'une des plus grosses ESN en France. Ce qui m'a particulièrement marqué et impressionné dans le parcours de Didier, c'est qu'il a plus de 25 années d'expérience dans le domaine de la data et de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'il a vu les changements, les transformations, les évolutions qu'on a eues dans ce secteur dans les 20 dernières années. Et en plus, en parallèle de sa casquette de Head of AI Digital Services France, Didier est également directeur pédagogique d'un programme data et AI depuis 2018. Et vous allez le voir à travers ce podcast, il a une très belle faculté à démystifier l'ensemble des notions IA générative LLM. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec mon échange avec Didier. Bonne écoute à vous. Bon, merci beaucoup Didier d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait énormément plaisir de te recevoir. Merci de ton invitation, je suis ravi d'être là. Ah, super. Bon, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément sur le podcast? Oui, alors je suis Head of AI de Orange Business pour la France, dans un département qui s'appelle Digital Service France. Et je suis également directeur pédagogique des programmes certifiants en intelligence artificielle que l'on délivre chez Orange Business. J'ai aussi une troisième activité, si tu veux, c'est que je suis enseignant en 5e année d'école d'ingénieur en IA à l'école polytechnique féminine. Waouh, très beau parcours en tout cas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'invite sur le podcast, pour qu'on démystifie au maximum en fait tout ce qui va tourner autour de l'IA, ton expérience d'enseignant, ton expérience chez Orange Business et Services. Donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On entend beaucoup parler d'IA générative. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est concrètement pour les personnes qui ne savent pas? Oui, en fait, évidemment, dans le mot IA générative, il y a le mot générer, de génération de contenu, mais c'est très réducteur de penser l'IA générative comme quelque chose qui juste génère du contenu. Okay. En fait, l'IA générative, c'est une branche de l'IA qui utilise une technologie qui a été inventée en 2015 à l'origine dans les labos de DeepMind de Google, qui s'appelle les Transformers. Ouais. Disons que pour simplifier un petit peu, que les puristes me pardonnent de cette simplification, mais je voudrais que tout le monde comprenne, en fait, l'IA générative est un système d'encodage-décodage. C'est-à-dire, on va transformer un contenu qui est un contenu non structuré, qui peut être
du texte, du document, de l'audio, de l'image, éventuellement même de la vidéo. On va transformer ça grâce à un encodeur, on va transformer ça dans un vecteur. Ouais. C'est-à-dire qu'on va numériser en fait avec évidemment un vecteur de très grande dimensionnalité. Hein. Et ce vecteur, une fois qu'on l'aura créé, il va être décodé dans un autre format ou un format similaire. C'est-à-dire que par exemple, si tu veux encoder une image, tu vas encoder une image dans un vecteur. Ce vecteur, tu vas pouvoir le décoder ensuite en texte, qui va décrire l'image, par exemple. Ou bien, tu peux faire l'inverse, c'est-à-dire tu prends un texte, tu l'encodes, ça te donne un vecteur, et ce vecteur, il va être transformé en image, par exemple. Alors, le gros avantage, c'est que tu peux aussi décoder du texte en texte, hein, c'est-à-dire que tu prends un texte dans une langue donnée, tu l'encodes, comme l'espace vectoriel, il est indépendant de la langue, tu peux le décoder ensuite dans n'importe quelle autre langue, et tu peux traduire donc n'importe quelle langue dans n'importe quelle langue, avec aujourd'hui un niveau de traduction qui est, on va le dire, très bon hein, par rapport à ça. Et puis, avec l'avènement si tu veux, des chatbots modernes, tu peux aussi rajouter une fonctionnalité à ce système d'encodage-décodage, qui est que tu peux l'entraîner à répondre à des questions, en fait. Ouais. Et donc, tu peux avoir une série de questions. Chaque question va être encodée, si tu veux, là encore, de manière numérique. Et l'IA va mettre en relation un espace vectoriel des questions avec un espace vectoriel des réponses. Et alors qu'il y a une étape de plus, c'est une mise en correspondance, si tu veux, des espaces vectoriels. Et à partir de cet espace vectoriel des réponses, il va générer une réponse. Okay. Donc c'est comme ça que ChatGPT fonctionne. Ah d'accord. En fait, grosso modo, on ne va pas réduire ça à la génération de contenu, mais je comprends qu'il y a un système encodage, décodage, où on prend en entrée un texte, une image, un audio, une vidéo même, qu'on transforme peut-être en encode en vecteur numérique dans une grande dimension. Ensuite, il y a un décodeur qui va nous permettre d'avoir soit toujours le texte, soit de l'audio, soit de l'image, soit de la vidéo. C'est ça. Et ce que tu as dit, c'est intéressant, c'est que c'est depuis 2015. Je pense que le papier, c'est 2017. Oui. Celui Attention is all you need. Ça a été Google. Le fameux papier qui a mis le feu aux poudres, on va dire. Exactement. Et est-ce que d'après toi, tu comprends pourquoi est-ce que c'est seulement en 2021, plutôt en novembre 2021, que ChatGPT fait le buzz, alors que c'est un article qui date de 2017? Bah, là, si tu veux, les acteurs de ça, à l'origine, c'est des gens comme Ilya Sutskever, hein, donc, qui est passé de DeepMind à OpenAI, plus plein d'autres que je ne vais pas citer, je m'excuse de ne pas les citer. Clairement, ça prend du temps d'entraîner des modèles comme ça, parce que évidemment, quand je te le présente en disant tu encodes, tu crées un vecteur, tu décodes, ça paraît simple. Oui. Sauf qu'en réalité, l'encodage, il est multicouche déjà. Donc, tu vas encoder les mots. Ensuite, tu vas encoder les phrases. Ensuite, tu vas apprendre à mettre en correspondance des espaces vectoriels latents de très grande dimension, hein, puisque tout ça fonctionne sur la théorie des espaces vectoriels, en fait. Hein. Parce qu'un transformers, alors je ne sais pas, je vais peut-être employer des gros mots. Pour ceux qui ont fait des maths, ce ne sera pas des gros mots, mais pour les autres peut-être, je ne sais pas. Ça fonctionne sur la base d'un produit scalaire, en fait, hein, le transformers. Donc, tout ça, ça a une base mathématique qui est quand même assez sympathique, mais sur des espaces de très, 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 très grande dimension. Donc, ça veut dire qu'il faut des capacités de calcul, des capacités numériques de traitement qui sont extrêmement importantes. Hein. ChatGPT, aujourd'hui, je crois que c'est 1600 milliards de paramètres, hein, donc c'est énorme. Il faut entre 3 et 4 mois pour entraîner ChatGPT. Et ça va consommer quelque chose comme 10 gigawattheures, rien que pour faire un entraînement. Donc c'est beaucoup d'énergie et également beaucoup de ressources à la fois financières. Et puis le plus gros problème, à mon avis, c'est pas celui-là. Okay. Le plus gros problème, c'est la quantité de données dont tu as besoin pour entraîner ces modèles. Parce que en fait, je pense que je vais pas t'apprendre ça, je sais que tu es data scientist. Tu sais qu'il y a les lois de Vapnik qui existent.
Les lois de Vapnik disent que, en gros, il faut une quantité de données qui est proportionnelle à la complexité du modèle que tu entraînes. Exact. Là encore, je simplifie, il y a 4 lois, mais bon, enfin, on va dire que c'est ça l'idée principale. Et ça veut dire que quand tu as une IA qui fait 1600 milliards d'interconnexions de neurones, on a affaire à une IA extrêmement complexe. Ouais. Cette IA extrêmement complexe, il lui faut énormément de données en entrée. Si tu ne lui donnes pas assez de données en entrée, le comportement de l'IA va être un comportement qu'on appelle un comportement d'overfitting. Alors là aussi, c'est un mot un peu technique et barbare, mais l'overfitting, ça veut dire que tu n'as pas donné assez de données à manger à ton IA, si tu veux, pour qu'elle soit performante. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la plupart des experts avec qui j'ai parlé de ce sujet sont assez d'accord pour dire que même ChatGPT fonctionne aujourd'hui en overfitting. Ça veut dire que tu n'as pas eu assez de données à lui fournir pour qu'il puisse faire un excellent travail de précision. Donc il fait ce qu'il peut. Mais c'est de notoriété commune aujourd'hui que c'est une IA qui fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'hallucinations, effectivement, quand tu poses des questions. Alors, je ne dis pas que c'est l'unique cause des erreurs de ChatGPT. Mais c'est l'une des causes. Mais l'une des causes, c'est cet overfitting de ChatGPT parce qu'on a un IA qui est extrêmement complexe par rapport à la quantité de données d'entraînement. Okay. Donc, ce que tu veux dire là, c'est qu'en 2017, nous, le grand public, en fait, n'a pas eu connaissance de cette nouvelle technologie parce que peut-être on n'avait pas... Est-ce qu'on n'avait pas la capacité de calcul nécessaire pour créer quelque chose de C'est resté quand même longtemps dans les labos. Que ce soit les labos de DeepMind, les labos de Google ou les labos d'OpenAI, c'est resté pendant très longtemps relativement confidentiel. Et effectivement, il y a eu cette sortie, je crois, en 2020, qui a été assez spectaculaire parce qu'elle est arrivée dans les mains du grand public, et comme un outil B2C, en fait, et business to consumer. Et en fait, je pense que c'était vraiment bluffant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, même moi y compris d'ailleurs, j'avoue, qui se sont demandé, quand on a découvert ChatGPT pour la première fois, si on n'avait pas trouvé là une IA générale. Tu vois, je me suis posé la question. Bon, aujourd'hui, on sait que la réponse est non, et très largement non, mais à l'époque, on pouvait se poser la question. Et quand tu parles d'IA générale, ça me pousse en fait à te poser une question que je reçois souvent sur ma chaîne YouTube. Et c'est même d'ailleurs une des peurs que beaucoup de personnes ont en entreprise. C'est est-ce que ChatGPT, c'est bluffant en fait ça. Moi, par exemple, en tant que data scientist, je l'utilise parfois, souvent même d'ailleurs, pour avoir le code. Je l'utilise parfois pour, par exemple, avoir une première version de certaines documentations. Je l'utilise en fait quand il y a un sujet que je ne comprends pas forcément. Je vais avoir par exemple un programme, ça me génère ça rapidement. Je vais vérifier pas derrière dans les documentations, dans les livres. Et beaucoup de personnes s'inquiètent face à cette puissance-là. Est-ce que l'IA générative va remplacer les métiers en général? Est-ce que tu vois, selon toi, ta vision, cet outil-là est capable de faire perdre des emplois? Parce que beaucoup s'inquiètent justement à ce point. Alors, c'est une question effectivement tout à fait légitime, assez complexe pour être franc avec toi, pour y répondre vraiment précisément. En plus, je vais t'avouer, j'ai pas amené ma boule de cristal, donc c'est assez compliqué, si tu veux, de tomber juste. Ce que je peux dire, c'est que déjà la première chose, c'est qu'il y a deux questions dans ta question. Il y a déjà, est-ce que on va atteindre l'IA générale? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, c'est quel effet sur les emplois et sur le travail. Alors, je vais peut-être répondre à la première d'abord et à la deuxième ensuite, si tu veux bien. Ok, il n'y a pas de souci. La première chose à faire, c'est de définir ce qu'est l'IA générale. Parce qu'il y a eu plein de définitions de l'IA générale. Et moi, je vais te donner la définition intuitive que je vais utiliser pour l'IA générale, qui est une IA que tu peux interroger sur n'importe quelle question de n'importe quel sujet, et qui soit capable d'y répondre avec précision, sans avoir reçu un entraînement préalable spécifique
sur ce sujet-là. Oui. Hein, on est d'accord, c'est à peu près ça qu'on appelle une IA générale. Ça s'appelle un humain. Oui. En fait, si tu veux, aujourd'hui, l'IA générale, je pense qu'on en est très très loin. On en est extrêmement loin, en fait, en réalité. L'IA générative, qu'il ne faut surtout pas donc confondre avec IA générale, Ouais. c'est une IA sémantique. Et les transformers, ça reste des outils d'IA sémantique, en fait. Alors, ce que je pense, c'est que l'IA générale, vraiment telle que je l'ai définie là, c'est un objectif inatteignable. Je pense que c'est inatteignable. Mais, je n'ai pas fini ma phrase, ce qui va se passer, c'est qu'on va s'en rapprocher asymptotiquement. Ok. C'est-à-dire, palier par palier, on va s'en rapprocher sans l'atteindre. Ça, c'est ma conviction profonde aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, on en est loin de l'asymptote. Hein. Alors, ce que je ne sais pas, c'est de dire si la partie où on se rapproche de l'asymptote, là, de l'IA générale, ça va être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans ou dans 100 ans. Ouais. Ça, je ne suis absolument pas capable de dire. Ça dépendra beaucoup des découvertes qui seront faites dans les labos d'IA. Mais aujourd'hui, on n'y est pas. Ça, c'est une certitude. Voilà, c'est ce que je peux te dire par rapport à ça. Et peut-être pour rebondir sur le fait qu'on n'y est pas encore, j'écoutais le podcast Génération Do It Yourself. Il y a Yann Lequin qui intervenait justement sur ce sujet d'IA générale. En fait, il fait comprendre en fait, que l'IA générative, ça reste encore sur la partie sémantique, comme tu le disais. Mais pour parler d'IA générale, il faut que les IA soient capables, par exemple, de faire mon ménage. Il faut qu'on ait des robots qui soient capables de conduire. En fait, dans le monde physique, il y a encore tellement à faire qu'on est vraiment, vraiment très loin de cette IA générale, en fait. Oui, et puis même quand tu auras des robots qui vont faire le ménage, ce qui est un peu le rêve de tous les foyers, ça restera une IA qui fait le ménage. C'est-à-dire, c'est une IA spécialisée dans le ménage. Ouais, elle ne peut pas faire tout. Aujourd'hui, on a des robots aspirateurs qui font ça très bien et qui sont vraiment spécialisés dans cette tâche. Tu vois, on va avoir des IA spécialisées dans des tâches, ça c'est une certitude. Ça va beaucoup se développer, mais ça n'en fait pas des IA générales pour autant. Et pour avoir l'IA générale, il faut aussi avoir la capacité de raisonner que l'être humain a aujourd'hui. Pas que, oui. Alors, c'est assez marrant parce que, en fait, j'avais eu cette discussion avec différents experts sur le sujet et qui me disaient, mais c'est quand même marrant parce que si on étudie les lois de Vapnik, en fait, plus une IA est puissante, plus elle a besoin de temps pour apprendre. Or, l'être humain, alors est-ce qu'on peut comparer l'être humain à une IA ? Je ne pense pas, mais en admettant que. Oui. Or, l'être humain, aujourd'hui, clairement, il apprend très vite. Tu montres 10 photos de dinosaures à un enfant de 3 ans et il va te reconnaître n'importe quel dinosaure après. Alors que tu fais ça avec une IA, elle ne reconnaît rien du tout, si tu veux. Il lui faut des centaines d'images. Et encore, elle va reconnaître les dinosaures que tu lui as montrés. Exactement. Donc, tu vois, on en est très loin. Maintenant, ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que de plus en plus, les biologistes, alors c'est un peu en dehors de notre domaine d'activité, mais mon fils est biologiste, enfin il fait des études de biologie, et du coup j'en parle de temps en temps avec lui. Il faut comprendre qu'il semblerait que les cellules de tout notre corps ont emmagasiné absolument toute l'évolution qu'il y a pu y avoir depuis les premières bactéries. C'est-à-dire, les premières bactéries, c'est il y a 4 milliards d'années, en fait. Hein. Et donc, tout ce qui est arrivé comme aventure, si tu veux, aux êtres biologiques, si tu veux, a été emmagasiné dans une mémoire. Alors, je ne sais pas quelle forme elle a, cette mémoire, mais elle a été emmagasinée dans les cellules, peut-être sous forme d'ADN, peut-être sous d'autres formes, et qu'elle est encodée là, quelque part. Et ça fait un sacré apprentissage. Oui. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors, je ne dis pas que l'apprentissage fait tout, parce que comme tu l'as dit, il y a le raisonnement aussi qui rentre en ligne de compte, et ça, c'est plus un autre aspect. Mais déjà, rien qu'en termes de données d'apprentissage, en fait, l'être humain, il a un apprentissage de 4 milliards d'années, quoi. Donc, avant qu'on puisse mettre dans un ordinateur 4 milliards d'années d'évolution, je pense qu'il va se passer pas mal d'eau sous les ponts. Ouais. Voilà, c'est un peu mon point de vue. Ouais. Je partage un peu ton point de vue également. C'est qu'on est encore très, très, très loin de ce monde où les IA, en fait, contrôlent tout. Et nous, les êtres humains, on est, entre guillemets, en prison. Du moins, on n'a plus rien à faire. Mais ça... Et en plus, même ce que les gens ne voient pas, c'est que ces IA-là, c'est nous qui les créons, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a nous qui contrôlons comment est-ce qu'on les crée. Sauf si on est... Je ne vais pas utiliser le mot stupide, mais de laisser une IA faire tout seul, je pense qu'il faut réglementer, réguler pour justement continuer à bien les contrôler, entre guillemets. Oui, et puis l'être humain n'est pas qu'un être mécanique de chair et de sang. Ouais. C'est aussi des valeurs spirituelles, des valeurs intellectuelles, des valeurs culturelles, voire des valeurs religieuses aussi. Et ça, si tu veux, c'est beaucoup plus. On parlait de raisonnement tout à l'heure. Le raisonnement aussi est une partie extrêmement importante de notre capacité, de nos aptitudes. Moi, j'aime bien parler d'aptitude pour l'humain et de compétences pour l'IA. Tu vois, pour faire vraiment la distinction entre ce que sait faire une IA, qui sont des compétences, des fonctions même, si tu veux, alors que l'être humain, lui, a des aptitudes, c'est-à-dire des choses qu'il est capable de réaliser, de créer même, parfois ex nihilo, alors qu'une IA ne crée jamais ex nihilo. Une IA crée, mais avec une base. En fait, là, c'est plus le côté innovation de l'être humain que tu mets en avant, c'est ça. C'est ça, et création même, on peut le dire. Tu vois une peinture de Michel-Ange, voilà, il est parti de rien, le monsieur. Hein. Exact. Ok, en tout cas, c'est très intéressant. Donc, on a vu l'IA, encodeur, décodeur, pour simplifier au maximum, en général, les images, les textes, de l'audio. Maintenant, je veux qu'on parle un peu du point de vue de l'entreprise. Okay? Oui. Quand ChatGPT, ça fait il y a bientôt plus de 2 ans que ChatGPT est là, on en parle tout le temps. Ça, c'est la solution B2C dont tu parlais. Comment est-ce que ça a été accueilli dans les entreprises que toi, tu as reçues? Je dirais assez froidement, en fait, pour être franc. Alors évidemment, tout le monde a été bluffé par ChatGPT. Beaucoup de gens l'ont utilisé personnellement, hein, pour faire, par exemple, aider à faire les devoirs du fils, de la nièce, du neveu, sur le théorème de Thalès, ou ce genre de choses. C'est parfait. Après, il y en a qui l'ont utilisé aussi dans leur travail, voire en tant qu'enseignant aussi. Moi, ça m'est arrivé de l'utiliser en tant qu'enseignant. Le problème, si tu veux, avec ChatGPT, c'est que je pense que c'est pas du tout adapté au marché de l'entreprise. Alors, pour ça, moi, je vais te donner 2 raisons majeures. La première, c'est que, comme tu le sais, quand tu entraînes un outil comme ChatGPT, il y a un cut-off date. C'est-à-dire que au moment où tu l'entraînes, tu fais un cut-off. Il ne comprendra, enfin, il ne sera capable de prendre en compte que les données qui sont avant cette date. Ouais. Donc là, la dernière date, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est octobre 2023, qui est la dernière cut-off date d'entraînement de ChatGPT 4o, par exemple. Bon, c'est-à-dire si tu lui demandes un truc qui s'est passé après, il ne sait pas. Ça pose problème parce que c'est un énorme manque d'agilité, si tu veux. Les entreprises, aujourd'hui, ont besoin d'être extrêmement réactives, extrêmement agiles. Et si une IA n'est absolument pas capable de prendre en compte des choses récentes, ça pose problème. Alors on va voir qu'il y a des solutions, mais c'est quand même un souci. Et puis, donc ça c'est le premier souci, si tu veux, de ChatGPT. Et puis le deuxième souci, c'est un souci, si tu veux, de confidentialité. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, aujourd'hui, où vont les données qu'on fournit à ChatGPT. Comme tu le sais, il y a une couche de reinforcement learning dans ChatGPT. Cette couche de reinforcement learning, elle est faite par des humains. Donc ça veut dire que potentiellement, des humains ont accès à ce que tu as entré comme données dans ChatGPT.
Et ça, ça peut poser, et ça pose d'ailleurs, un problème de confidentialité à pas mal de clients. Donc moi, je vois ces deux soucis-là. Et puis, Peut-être si on revient sur le premier, au niveau de la QTFD, est-ce qu'avec les hacks dont on parle aujourd'hui, ça ne résout pas un peu? ça résout presque totalement le problème. Ouais. Le truc, c'est que ChatGPT, il n'a pas été conçu pour fonctionner en mode RAG. Ah. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que OpenAI vient de lever quelque chose comme 6 milliards d'euros avec une promesse d'aller vers l'IA générale, justement. Je pense que c'est le but de Sam Altman. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a plein d'autres qui courent après ce but-là. Et en voulant atteindre ce but, je pense que ça leur fait rater le marché B2B. Pourquoi ? Parce que si tu cours après l'IA générale, ça veut dire que tu mets toute la, entre guillemets, connaissance dans les neurones de l'IA. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, ça en fait des monstres. C'est un monstre obèse, en fait, ChatGPT, en termes de réseau de neurones. Et c'est pas agile du tout. Okay. Et ça, c'est un obstacle énorme en entreprise. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Quand tu regardes la complexité des IA génératives depuis le début, tu vois qu'il y a une croissance quasi exponentielle de la complexité dans la plupart, sauf celles qui sont destinées au B2B, qui au contraire sont plutôt sur une pente décroissante en termes de complexité. Pourquoi ? Parce que les IA destinées au B2B, en fait, déjà, on ne se repose pas sur une IA, mais sur deux IA qui vont ensemble travailler en tandem pour pouvoir répondre aux questions des utilisateurs. Il y en a une, c'est le LLM, mais qui est un LLM beaucoup plus petit que ChatGPT. On va dire entre 10 et 70 milliards de paramètres, en gros. C'est un peu Llama, c'est 10 oui, par exemple, ça peut être du Llama 3, mais ça peut être du Lighton, ça peut être du Mistral. Tu vois, il y a plusieurs possibilités. Ce qu'on attend de ce LLM, c'est qu'il parle la langue, les langues dont tu as besoin. Par exemple, si je prends l'exemple de Lighton, il parle les 5 langues, anglais, français, allemand, espagnol, italien. Ça va répondre à un grand nombre de cas d'usage, on va dire. Mais la partie recherche de données, elle n'est pas faite par le LLM. Okay. La partie recherche de données, elle est faite par une autre IA qu'on appelle effectivement, tu as cité le mot, une IA en mode RAG, qui, elle, va travailler surtout les embeddings des phrases. Alors, je dis embedding des phrases parce qu'il y a l'embedding des mots et l'embedding des phrases. Et souvent, on ne sait pas duquel on parle quand on parle de ce terme. En fait, quand tu poses la question, elle est vectorisée. Et quand tu travailles en mode RAG, tu as une base documentaire qui est vectorisée au fur et à mesure où tu l'enrichis en documents. Oui. Et cette base documentaire, elle est également vectorisée dans une base vectorielle avec le même algorithme d'embedding que ce que tu as embeddé ta question. Donc ensuite, tu fais un matching entre ta question et les réponses possibles, d'accord ? Et ce matching te donne un certain nombre d'extraits de texte, si je puis dire, ou d'extraits de documents qui sont envoyés au LLM. Okay. Et c'est là, avec cette matière-là, que le LLM te répond, et pas avec la matière uniquement qu'il a dans ses neurones. Et cette méthode-là, elle est extrêmement agile. Ouais. Parce que tu peux mettre à jour ta base documentaire sans avoir à réentraîner ton LLM. Ouais. Et donc, c'est très efficace. Mais aujourd'hui, si je prends l'API de GPT, c'est possible aussi de l'utiliser en mode hack. Oui, c'est possible. Oui. Mais si tu veux, tu prends un marteau pilon pour écraser une mouche, quoi. Ok. Et comme l'IA générative se paye à la complexité aussi, hein, tu vas payer très cher ton IA. Okay. Et ça va pas. Alors là, c'est un autre problème, si tu veux, c'est quel est le coût de l'IA pour l'entreprise. Et si tu veux mettre à disposition ton outil pour beaucoup de salariés, l'utilisation de ChatGPT dans ce cadre-là va te coûter beaucoup trop cher. Ok, je vois mieux.
En fait, c'est vraiment le fait que ChatGPT est très gros, difficile du moins, à personnaliser dans le contexte de l'entreprise. Voilà. Et les IA qui fonctionnent en mode hack, aujourd'hui, c'est quoi les plus dominants dans le... Aujourd'hui, tu en as 3 très bonnes. Hein. Tu as Llama, Ouais. tu as différentes versions de Llama. Tu as Mistral aussi. Là aussi, tu as différentes versions. Et tu as Lighton. Nous, chez Orange, on a commencé très tôt à travailler avec Lighton, qui est passé récemment en V3. Ok. Voilà. Et en mode RAG, je ne te cache pas qu'on obtient d'excellents résultats. Alors par contre, l'IA qui fait le RAG, c'est une IA d'embedding en fait, qui n'est pas le LLM. Hein. Donc là, par exemple, si je parle on met à disposition de nos clients une IA générative souveraine qui tourne sur nos propres serveurs Orange en France, donc hébergée à Chartres et à Val-de-Reuil. Et l'IA qui fait le RAG est une IA qui a été également développée par Lighton, mais qui n'est pas le LLM Alfred de Lighton. Ok. C'est une autre IA qui s'appelle Paradigm. Et c'est cette IA-là qui fait tout le retrieval, si tu veux, et qui est basé sur les bases documentaires que nos clients constituent exprès pour les différents use cases qu'ils veulent implémenter. Mais ça, si tu veux, ça a plein d'avantages. Parce que un des avantages, c'est que comme les IA que tu vas utiliser sont beaucoup plus modestes en termes de taille, d'abord elles coûtent moins cher, et ensuite tu peux les fine-tuner. C'est-à-dire qu'il n'est pas question, on est bien d'accord, de fine-tuner GPT-4. Tu ne peux pas faire ça. Ouais. C'est absolument impossible de le faire vraiment. Ouais. Tu peux ajuster son contexte, tu peux ajuster ses prompts, etc. Mais tu ne vas pas entreprendre un réentraînement de GPT-4. Ouais. Alors qu'avec les IA que nous, on maîtrise, on peut le faire. Okay. Alors, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas non plus que c'est gratuit, mais dans certains cas, c'est nécessaire de pouvoir le faire. C'est plus accessible, en tout cas. Voilà, c'est plus accessible. Et si tu veux, ce côté maîtrise, il est très important pour le marché B2B, pour les entreprises. Il est extrêmement important. Et soit dit en passant, au niveau tarifaire, c'est vraiment intéressant aussi, parce que là, on est capable d'offrir une IA souveraine à nos clients, donc qui est totalement trust, hein, en fait, avec 0 partie de cette IA qui fonctionne en dehors de la France, et à un tarif qui est vraiment très intéressant. Ok. Donc, en gros, les 2 gros problèmes de ChatGPT, c'est déjà on ne peut pas forcément facilement le réentraîner parce qu'il est trop lourd, et 2, problème de confidentialité, j'y arrive. Exactement. Moi, je travaille en banque et la confidentialité, c'est encore plus marqué dans ce secteur-là. C'est pas à toi que je vais apprendre ça. C'est ça. Ok. Du coup, on a parlé donc, les entreprises. Est-ce que tu peux partager, par exemple, de quelques use cases concrètes que toi, tu as vues aujourd'hui en entreprise à quel niveau sont les travaux? Parce que je suppose que la plupart des entreprises aujourd'hui parlent de l'IA générative. En fait, toutes les startups mettent en avant l'IA générative dans les grands groupes. Quels sont les plus grands travaux, du moins, qui ont le plus d'impact que tu vois en utilisant ces technologies-là? Déjà, si tu veux, tu as 2 sortes d'IA aujourd'hui dans les entreprises. Mm-hmm. Tu as les IA dites self-service. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est des outils comme Microsoft Copilot, par exemple, ou Google, Gemini, ce genre de choses, où tu vas mettre à disposition, si tu veux, l'outil des salariés, et c'est à eux d'imaginer leur propre use case, leur propre emploi de l'IA, parfois pour faire simplement de la bureautique, en fait. Hein. Tu as besoin de générer un PowerPoint, tu as besoin de compléter un Word. Voilà, ce sont des outils qui sont vendus sous licence et qui vont apporter, en fonction de l'habilité de l'utilisateur, plus ou moins de productivité, en fait. Mais là, tu ne contrôles pas ce que l'utilisateur va forcément faire avec. C'est-à-dire que c'est totalement dépendant sur le métier de l'utilisateur, son habilité à prompter, entre guillemets, l'IA. Et là encore, il y a beaucoup à apprendre parce que
et je fais une parenthèse, je me permets, c'est que effectivement, d'abord, on voit beaucoup de gens qui interrogent l'IA générative avec des mots-clés. Donc ça marche pas, hein, je te le dis tout de suite. Ça n'est pas une barre de recherche Google, hein, une IA générative. Hein. Tu tapes pas des mots-clés, ça marche pas du tout. Mais même quand tu sais qu'il faut donner des phrases complètes à l'IA générative, il y a façon et façon de le faire. Et le fait que ta phrase va être vectorisée, ça a un impact énorme de le savoir pour avoir des prompts qui soient efficaces. Donc on peut être plus ou moins efficace en tant qu'utilisateur, c'est ça que je veux dire. Et là-dessus, on parlera tout à l'heure peut-être un peu formation, mais c'est vraiment très très important de ne pas laisser les utilisateurs comme ça faire tout et n'importe quoi et de les former, de les acculturer et de les former pour l'utilisation de ces outils. J'ai peut-être répondu sur la partie prompt des outils d'IA. Tu vois, lorsque ChatGPT est sorti, du moins quand ça a fait le boom, il y a un métier dont on parlait, prompt engineer. Est-ce que tu penses que c'est vraiment un métier qui peut exister avec ça? Ou bien... J'ai un peu de mal, pour être franc avec toi, parce que dès lors que tu comprends comment une IA générative fonctionne, tu n'as plus besoin de formation en prompt engineering, parce que tu as la compréhension du fonctionnement. Par contre, si tu ne sais pas effectivement comment une IA générative fonctionne, là, tu as besoin d'avoir, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais des recettes de cuisine pour savoir prompter, si tu veux. Donc, il n'y a pas de mauvais emploi. Simplement, moi, par exemple, nous, on forme beaucoup de gens chez Orange Business. On essaye, dès que c'est possible, de leur donner la compréhension de comment ça fonctionne. De manière à ce que, du coup, par le raisonnement, ils retrouvent eux-mêmes les bons réflexes de prompting, c'est-à-dire positionner le contexte, positionner tous les atouts, les ressources dont on a besoin pour répondre aux questions, et ensuite poser sa question, si tu veux, pour que ça soit une suite totalement logique. Parce qu'encore une fois, l'IA générative n'est pas une IA générale. Donc, il faut la préparer à répondre correctement à la réponse que tu veux obtenir. Mais pour revenir à ce que je disais, donc il y a ces outils self-service qui vont gagner un peu de productivité, mais chez beaucoup de gens. Et ensuite, tu as nos outils sur mesure, si tu veux, où on va développer des use cases qu'on va programmer et qui, là, vont être adaptés à un métier précis. Et là, on va avoir tout un tas de métiers qui vont gagner en productivité, mais use case par use case. Alors, tu m'as posé une question auquel je n'ai pas encore répondu, c'est quels sont les use cases ? D'abord, les use cases, ils sont infinis. Hein. Ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a déjà beaucoup de use cases dans la génération de rapports. Oui. Donc, par exemple, génération de rapports RSE, génération de rapports d'intervention aussi. On a eu plusieurs projets comme ça avec des clients où tu as l'expert technique qui fait son rapport technique, mais qui n'est pas rédigé. Et l'IA générative se base sur ce rapport technique pour faire un rapport client qui soit bien rédigé, compréhensible par le client et qui se base sur les données techniques qui ont été collectées pendant l'intervention, par exemple. Ça, on a déjà mis en prod un truc comme ça chez un client. Okay. Je ne cite pas le nom du client parce que je ne suis pas sûr d'avoir le droit de donner le nom du client. Évidemment, il y a un domaine dans lequel l'IA générative est en train d'exploser totalement, c'est le domaine du marketing. Dans le domaine du marketing, clairement, générer des fiches produits, générer des argumentaires de vente, générer des campagnes, même générer des interactions avec le client, ça fait partie des choses qu'on nous demande tous les jours. Donc là, je pense que l'expérience de personnalisation du client, elle est boostée à un niveau qui n'a jamais existé avant. Et je pense que les marketeurs sont bien en train de réaliser le potentiel de l'IA générative par rapport à ça. Néanmoins, j'ai quand même une petite remarque par rapport à ça, c'est que ça sera d'autant plus efficace que l'IA générative s'appuie sur de l'IA traditionnelle. Et c'est là où ça fait un lien avec autre chose, c'est que si tu as une bonne segmentation, une bonne typologie client, une bonne typologie point de vente
voire même une bonne typologie produit, ça va considérablement aider l'IA générative à générer des choses qui vont être pertinentes. Et si on rebondit sur le point du marketing, je vois de plus en plus des campagnes marketing totalement générées par des IA, même des publicités en fait. Où la vidéo, ce n'est plus une personne. En général, on allait contacter des stars, des personnes connues pour faire la publicité. Mais aujourd'hui, les IA sont capables de le faire. Ça fait un peu peur quand même pour... Oui, alors pour moi, ça reste quand même encore assez marginal. Parce que la qualité de ces vidéos, elle n'est pas forcément extraordinaire. Et puis, ça manque un peu d'humanité quand même. Par contre, il y a la voix qui est un peu robotisée encore. Ouais, mais là où l'IA générative peut être vraiment très intéressante, c'est pour préparer cette campagne. C'est-à-dire vraiment savoir à quel type de message on va faire passer en fonction justement de la typologie de clientèle que tu vas avoir déterminée. Voilà. Après, oui, il y aura sûrement des vidéos, des avatars qu'on va voir fleurir un peu partout. Je ne suis pas certain que ça mettra fin aux vidéos tournées en personne, qui resteront, à mon avis, plus vibrantes et puis plus authentiques. Exact. Je vais aussi répondre sur un point. Tout à l'heure, tu as donné un use case qui est très répandu, la partie génération de rapports à partir d'insights techniques des professionnels. Par exemple, moi, je travaille en banque et quand on développe des modèles de machine learning, après, en fait, on fait ce qu'on appelle le backtesting. C'est quoi? C'est qu'on va regarder au fil du temps comment est-ce que les performances en fait, évoluent, est-ce qu'il faut rechanger le modèle. Et chaque année, on doit envoyer ce rapport à la Banque centrale européenne. Oui. Et j'imagine en fait une situation où les data scientists vont calculer les métriques qui permettent de faire ce backtesting. Et à partir des inputs de l'EBA, les textes réglementaires, l'IA va rédiger le texte et on relie, en plus on envoie de façon automatisée. Ah mais carrément, c'est un excellent exemple de use case bancaire. Effectivement, sachant qu'en plus, c'est un travail monstrueux à faire en général. Exactement. Et même quand j'observe beaucoup de banques, en fait, comme il n'y a pas suffisamment de ressources, c'est un travail qu'on ne priorise pas toujours. Alors qu'avec ces outils-là, ça peut être encore plus automatisé. Carrément. Ça va permettre de les générer de manière plus rapide, avec peut-être une fréquence plus importante du coup. Et avec aussi la possibilité d'avoir des insights dedans qui vont être d'autant plus intéressants pour les banques. Exactement. C'est ça. Et là, ça me pousse à te poser la question. Tu as parlé tout à l'heure de IA classique. On a bien parlé d'IA générative. Comment est-ce que tu vois les deux mondes cohabiter? Déjà, c'est quoi la différence entre les deux mondes? Et est-ce que tu penses que l'IA générative... C'est quoi pour toi, en fait, la différence entre les deux et comment est-ce que les deux vont évoluer dans le temps? Alors, en fait, c'est une très bonne question. Si je simplifie un peu à l'extrême, je dirais que ce qui va différencier vraiment fortement l'IA générative de l'IA traditionnelle ou conventionnelle ou classique, on l'appelle comme on veut, c'est déjà le type de données qu'on va lui donner en entrée. Pour moi, l'IA traditionnelle, en entrée, c'est quand même avant tout de la donnée structurée. En général, oui. Principalement. Bon, c'est vrai qu'il y a le deep learning, etc., mais le deep learning est vraiment à cheval entre l'IA générative et puis l'IA traditionnelle, en fait. Mais si j'exclus le deep learning, l'IA traditionnelle, c'est vraiment des données structurées. Et ce sont des données brutes, enfin, pas des données brutes, justement, mais ce sont des données numériques, très souvent, ou des données structurées de type catégorie, catégorielle, ou des petits morceaux de texte, mais pas de gros morceaux de texte. Et cette donnée, en fait, ce que fait l'IA traditionnelle, c'est qu'elle la transforme en information. Oui. L'information, c'est le croisement de plusieurs données entre elles grâce à l'IA. Je donne un exemple tout bête pour nos auditeurs. Tu prends les ventes d'une boutique de parapluies, c'est de la donnée. Tu prends les quantités de précipitations des jours passés en météo, c'est de la donnée. Si tu croises les deux ensemble, les ventes de parapluies avec la pluie qui est tombée, tu trouves une corrélation. Cette corrélation, c'est plus de la donnée, c'est de l'information. Ou c'est de la donnée plus évoluée, si tu veux.
Et ce que fait l'IA traditionnelle, c'est ça, à une puissance plus importante. Donc, du coup, on transforme la donnée en information. Ce que prend l'IA générative en entrée, c'est de la donnée non structurée. Donc déjà, il y a une grosse différence. Oui. Et elle va transformer cette information en information interactive. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va la transformer en connaissance. Parce que la connaissance, pour moi, c'est réservé à l'humain. C'est-à-dire que l'IA manipule de l'information, l'humain manipule de la connaissance. Ça, c'est pas pareil. Et l'information, quand elle arrive chez l'humain et qu'elle est comprise, elle devient de la connaissance. Tu vois ? Cette connaissance, elle est acquise par l'humain et évidemment, l'IA générative facilite énormément cette transformation d'information en connaissance grâce à l'interaction qu'elle crée. Donc pour moi, les deux types d'IA déjà sont absolument pas du tout en concurrence. Ouais. Elles sont totalement complémentaires. Et je reconnais que avec le buzz qu'il y a eu sur l'IA générative ces derniers mois, voire ces dernières années, beaucoup de clients nous abordent en nous disant qu'ils ont un projet d'IA générative. En fait, sur 100 projets où les clients nous disent j'ai un projet d'IA générative, aujourd'hui, il y en a à peu près seulement un tiers qui sont vraiment de l'IA générative. Okay. Le reste, je dirais, tu peux le classifier en plusieurs groupes. Un groupe de projets où c'est de l'IA traditionnelle. Et là, tu as probablement un autre bon tiers de projets qui sont, même si le client pense que c'est de l'IA générative, en fait, c'est de l'IA traditionnelle. Et puis, tu as les cas où tu peux avoir besoin des deux types d'IA ensemble. Parce que, si tu m'as suivi tout à l'heure, l'IA traditionnelle transforme la donnée en information et l'IA générative transforme l'information en information interactive. Ben, les deux se marient très bien ensemble. Et du coup, tu peux faire un projet avec les deux. Exactement. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui sont en fait un mariage, je dirais, de l'IA conventionnelle et de l'IA générative. Et je ne sais pas si le buzz de l'IA générative va retomber ou pas, mais je pense que l'IA traditionnelle a encore de très très beaux jours devant elle. Et de toute façon, en fait, si on prend même une entreprise pour apporter de la valeur, moi, la vision que j'ai, c'est l'IA générative en général permet de gagner énormément en productivité. Mais lorsqu'il s'agit de faire des prédictions, c'est encore l'IA traditionnelle en fait qui est utilisée. Tout ce qui est classification, régression. Ça, c'est de l'IA traditionnelle. Et l'IA générative permet justement de gagner en productivité. Et ça me pousse à te poser une question. Aujourd'hui, imagine, je suis une entreprise, j'ai envie d'intégrer l'IA générative dans mes systèmes. J'ai suivi un podcast que tu as fait avec Orange Business et Services, justement. Quelles sont les étapes clés pour justement réussir une implémentation de ces outils-là? En fait, alors ça dépend des étapes macro ou des étapes méthodologiques que tu vas suivre. Mais disons que pour bien implémenter, de toute façon, une IA générative, mais ça marche aussi pour les IA traditionnelles, hein, la première chose, c'est effectivement d'acculturer ton entreprise. C'est-à-dire d'expliquer aux métiers ce qu'ils peuvent attendre d'une IA et ce qu'ils peuvent ne pas en attendre. Et aussi, au passage, ça te permet de dissiper des craintes comme « je vais perdre mon emploi à cause de l'IA ». Exactement. Donc ça, c'est pas mal. Sachant qu'on ne peut pas avancer avec des gens qui ont peur de perdre leur métier, parce que tu es vu comme le méchant qui va leur prendre leur boulot, et ce n'est pas le cas du tout, en fait. Ouais. Ou en tout cas, ce n'est pas le cas dans la plupart des cas, entre guillemets, dits normaux, on va dire. Ouais. Donc, tu accultures donc le client. Ça, il faut idéalement que ça se fasse de haut en bas. C'est une démarche top-down, hein, c'est-à-dire que tu accultures d'abord le COMEX ou le CODIR, puis les cadres dirigeants et puis les utilisateurs. C'est en principe dans cet ordre-là que ça se fait. Ensuite, la chose extrêmement importante, et j'insisterai jamais assez là-dessus, c'est qu'il faut faire des ateliers d'idéation. Mais il faut les faire bien. C'est ça le problème. Pourquoi bien, du coup ? Parce que, en fait, aujourd'hui, je vois pas mal de tendances du marché à faire ce que j'appellerais de l'idéation à la va-vite.
allez, on prend 1 heure, on se met autour d'une table et puis on trouve les cas d'usage. Ok. Bon, alors, pour moi, ça, c'est une catastrophe. Pourquoi ? Parce que, déjà, au bout d'1 heure, bon, tu as trouvé relativement peu de cas d'usage. Bon, mettons que tu en as quelques-uns. D'accord. Le risque, c'est qu'ils soient mal définis. C'est-à-dire, on voit parfois des résultats d'idéation qui sont je veux améliorer ma compta. Bon, ou je veux améliorer ma satisfaction client. Bon, ben ça, c'est pas un cas d'usage. Hein. Ok. D'accord ? C'est une C'est pas idée si générale, positif. voilà, qui sert d'entrée d'ailleurs à une idéation. C'est-à-dire, si on fait une idéation dans le but d'améliorer la satisfaction client, par exemple, qu'est-ce qu'on va avoir comme cas d'usage pour améliorer la satisfaction client ? Il ne faut pas confondre le but Résultat, ouais. et puis le cas d'usage. Hein. Ouais. Voilà. Alors, le cas d'usage, ce que je donne comme recommandation aux sociétés qui font de l'idéation, c'est que déjà, il faut le faire après l'acculturation, si possible. Et ensuite, il faut prévoir quand même d'avoir plusieurs cas d'usage qui vont en sortir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de 1 ou 2 cas d'usage, il faut en avoir plein. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait souvent une démarche qui s'appelle la démarche double diamant. La démarche double diamant, elle consiste à faire évidemment des brainstorming, hein, des ateliers de brainstorming au départ, de brainstorming, de brainwriting, de mind map. Enfin, il y a tout un tas de techniques, y compris icebreaker et puis serious game, hein, qui font partie de la démarche d'idéation. L'idée, c'est de laisser beaucoup d'idées, beaucoup de créativité sur l'idée. Ensuite, on referme une première fois en faisant une shortlist. Voilà, c'est-à-dire qu'on va retenir peut-être 5-6 cas d'usage de toute une liste qui peut faire 30, 40, voire 80 cas d'usage. Cette shortlist, évidemment, elle est choisie pas au hasard. Elle est choisie avec méthodologie, en fonction notamment de l'intérêt, de l'apport business que les cas d'usage vont apporter, et aussi en fonction de la difficulté à les réaliser. Donc là, nous, on a un savoir-faire là-dessus pour accompagner nos clients sur ce domaine-là. Et c'est de l'argent bien investi, je tiens à le dire. Okay. Alors ça, c'est la première partie du diamant, c'est la première étape du diamant. Ensuite, il ne faut pas oublier que ces cas d'usage, ce n'est pas parce que tu les as que tu vas les démarrer comme ça, bille en tête. Il faut les cadrer. Okay. Voilà, donc on fait un cadrage, donc on réouvre la deuxième partie du diamant, ou du losange si tu préfères, en cadrant ces cas d'usage. Et ce cadrage, souvent, fait apparaître qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues pendant l'idéation, comme « Ah ben, on n'a pas le droit d'utiliser ces données-là » ou « Ah, ça risque de poser un problème réglementaire ». Il y a plein de choses comme ça qui peuvent apparaître pendant le cadrage. Donc, si on n'a pas eu une réserve de cas d'usage avant, grâce à l'idéation, bah, on peut être pris de court et ne pas pouvoir aller jusqu'au bout du cadrage. Donc, et une fois que le cadrage est fait, ben là, on resélectionne vraiment le cas d'usage avec lequel on va commencer le développement. Ou des fois, c'est 2-3 cas d'usage en parallèle, mais c'est relativement rare. En fait, souvent, les clients les font en série, hein, les uns après les autres. Et donc, il faut choisir le bon pour démarrer. Et là, encore, le conseil que je donnerais, c'est il faut le faire en rapport avec la maturité de l'entreprise par rapport à l'IA. Si on a une entreprise qui démarre l'IA, il ne faut pas prendre un cas d'usage trop complexe parce qu'il va y avoir plein de problèmes que l'entreprise n'envisage même pas quand elle démarre le cas d'usage. Et si le cas il est trop complexe et trop long à réaliser, généralement, il va pas être terminé. Je crois qu'il y a une statistique qui dit qu'aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a que 50% des projets d'IA qui passent en prod. Hein. Moi, je vois du moins. Ok, 50%. Dans mon esprit, je vois beaucoup moins parce qu'il y a tellement... Tout le monde parle d'IA, mais finalement, personne ne va jusqu'au bout. Dans mon esprit, je croyais que c'était vraiment beaucoup plus faible que ça. Mais ok. Moins de 50 qui passent en prod. Ouais. Oui, c'est possible. J'en sais pas. Je n'ai pas de stats, mais c'est plus mon intuition. Donc, c'est ça. Ok, intéressant. Donc, on commence d'abord par l'acculturation du top management vers l'utilisateur final. Ensuite, c'est l'idéation. On trouve le maximum d'idées possibles.
et des use cases pratiques bien choisis pour le coup. Et ensuite, ce sera le cadrage, bien cadrer le projet, parce qu'à ce niveau-là, on peut voir par exemple des failles qu'on n'avait pas forcément identifiées pendant la phase Exactement. Et après, on rentre dans une méthode de réalisation. Nous, chez Orange, on parle plus tellement de POC ou de POV, Proof of Concept, Proof of Value, parce qu'on a développé une méthode agile et itérative, dont la première itération est ce qu'on appelle un MVP, c'est-à-dire un Minimal Viable Product. Et donc, pour le coup, c'est le résultat d'une première itération d'une méthode plus vaste. Mais ça revient un petit peu au même qu'un Proof of Value, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure où on va itérer, le produit va prendre des fonctionnalités qui vont correspondre de mieux en mieux à ce que l'utilisateur attend. Donc là, on rentre dans une méthode de réalisation. J'en dis 2 mots quand même. C'est une méthode en 4 phases. Il y a une phase, entre guillemets, de cadrage, donc celle qu'on a parlé, et de stratégie, avec un impératif quand même qu'on a inclus dans cette phase-là, c'est de définir sur quelle plateforme l'IA va tourner. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'il peut y avoir dans les entreprises plusieurs plateformes d'IA. Et ça pose aussi pas mal de problèmes. Ensuite, il y a une phase soit de document engineering, soit de data engineering à réaliser, qui peut inclure d'ailleurs de la data augmentation, de la document augmentation, du data labeling par exemple. Ensuite, une phase de réalisation, proprement dit. Et après, c'est pas fini. Il y a une phase de mise en prod, qui est une phase CI/CD, qui est gérée par les opérations et pas par les data scientists, avec éventuellement des machine learning engineers qui peuvent intervenir à ce niveau-là. Et évidemment, cette phase, elle est critique aussi parce qu'il y a des contraintes de prod qui peuvent, je pense que tu connais bien ça en banque, qui peuvent intervenir, et tu peux totalement te faire refuser ton modèle par la prod. Exactement. Une variable en fait que tu as utilisée dans ton modèle, et finalement on se rend compte qu'en prod c'est pas possible d'implémenter. Tu es obligé de tout recommencer. Important aussi de monitorer le modèle, c'est-à-dire que c'est pas aux opérations d'inventer le monitoring, c'est aux data scientists d'expliquer comment le modèle doit être monitoré, avec quels indicateurs. Et ces indicateurs, parfois, donnent lieu à un modèle de monitoring qui est presque aussi complexe que le modèle lui-même. Okay. Par exemple, moi, j'ai vu mettre en production des modèles d'IA, alors en IA traditionnelle pour le coup, où on monitorait l'hétérogénéité de la variance des résidus pour s'assurer qu'on n'avait pas eu de problème de data drift, de nouveaux contextes des données qui est apparu, qui met le modèle à mal. Et dans ce cas-là, il y a des symptômes qui sont visibles, notamment dans les résidus du modèle. Les résidus, c'est la différence entre ce que le modèle a prédit et ce qui s'est réellement passé, juste pour nos auditeurs. Et quand on voit qu'on a une variance qui augmente, par exemple, fortement sur les résidus dans un cas précis, ça, c'est un symptôme de modèle dysfonctionnel et qu'il faut adresser. Donc ça peut être mesuré et ça doit faire partie du monitoring en IA traditionnel, par exemple. Ok. Et est-ce qu'en IA générative, il y a également une partie monitoring aussi ? Alors oui, mais c'est plus compliqué. Okay, d'accord. Parce que généralement, l'IA générative génère soit des images, soit du texte, soit de l'audio. Et là, aujourd'hui, on en est au tout début. J'ai pas forcément d'autres critères que la satisfaction des utilisateurs, en fait. Exactement, c'est ça. Et là, dans ton propos tout à l'heure, tu as parlé de data scientist, data engineer. Et moi, l'une des raisons pour laquelle je t'ai invité sur le podcast, c'est parce que tu as déjà fait plus de 25 ans dans le domaine. Donc, tu as vu comment ça évolue. Et tous les jours, il y a de nouveaux métiers qui se créent. Avant, on parlait de statisticiens, chargés d'études statistiques et autres. Toi, aujourd'hui, quelle est ta vision des métiers de ce domaine-là, de l'IA, data science, data engineer? Pour toi, quelles sont les compétences clés à développer? Après, on va parler de formation, justement, sur ces sujets. En fait, tu as 4 groupes principaux de parties prenantes, je dirais, de stakeholders. Mm-hmm. D'abord, tu as les métiers. Et les métiers sont de plus en plus
important dans le processus de création d'IA, que ce soit d'ailleurs des IA Factory ou des IA ponctuelles, parce que c'est eux qui vont demander au départ à avoir telle ou telle fonctionnalité, si tu veux. Donc les métiers ont un rôle vraiment important à jouer en IA. C'est les clients, en fait. Ensuite, tu as les data ingénieurs, et je ne serais pas étonné d'ailleurs que dans le futur, on voit une nouvelle profession se créer qui s'appelle un document engineer. Document engineer. Bah oui, parce que aujourd'hui, les documents qu'on met à alimenter les IA génératives ont besoin d'être travaillés, tout comme la data en fait. Ce que je dis toujours comme image, c'est dans votre voiture, vous ne mettez pas du pétrole brut pour la faire marcher. Vous mettez de l'essence qui est du pétrole raffiné. L'IA, c'est pareil, ça marche très mal avec de la data brute. Il faut lui mettre de la data raffinée pour que ça marche. Et l'IA générative, c'est pareil, il faut idéalement lui mettre des documents qui ont été travaillés pour l'IA générative pour que ça marche parfaitement bien. Donc, je ne vois pas pourquoi il ne se créerait pas un rôle de document engineer à l'avenir, qui sera l'équivalent du data engineer sur la partie data structurée. Ce n'est pas la même fonction, mais qui est un parallèle. Ensuite, il y a évidemment le métier de data scientist. Alors, là, je ne vais pas mentir à nos auditeurs. Le métier de data scientist, il est né avec l'IA traditionnelle. Dans l'IA traditionnelle, c'est nous qui créons et qui entraînons les modèles et qui les testons. Donc, ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup de compétences. En IA générative, on utilise des modèles qui sont souvent pré-trained, qui sont pré-entraînés. Donc, toute la partie de compétences de création du modèle, d'entraînement du modèle, elle est beaucoup moins importante en IA générative qu'en IA traditionnelle. Et donc là, nous, qu'est-ce qu'on a fait? D'ailleurs, ça me permet de rebondir aussi sur la partie formation. C'est qu'on a dit que chez Orange, on n'avait pas besoin d'avoir les compétences d'un data scientist pour implémenter une IA générative. Donc, on a créé 2 nouvelles fonctions. Une fonction de consultant en IA générative et une fonction d'expert en IA générative. Et donc, alors, ces gens-là peuvent ensuite évoluer vers la fonction de data scientist, mais ils n'ont pas les compétences qu'un data scientist peut avoir. Alors, bien entendu, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'un data scientist peut faire ces fonctions-là, mais on va former des gens qui n'ont pas le niveau de data scientist pour faire de l'IA générative. Ok. Parce qu'on n'a pas besoin de réentraîner le modèle, c'est plus du fine-tuning, c'est plus... Alors, le fine-tuning reste l'apanage des data scientists. Oui, ça, c'est clair. Okay. Mais le fine-tuning, aujourd'hui, j'ai un projet sur 10 qui nécessite du fine-tuning. Ok. Et justement, en termes de formation, je sais que tu as, au sein d'Orange, vous formez des profils, justement. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ça? Quelles sont les formations adaptées? Nous, on a créé 7 cursus en IA générative. On a créé, alors on a 2 grandes catégories de cursus, les catégories de cursus en reskilling et les catégories de cursus en upskilling. Donc upskilling, c'est une personne qui est déjà dans le poste, en fait, dans la fonction, qui veut juste se perfectionner. Reskilling, c'est une personne qui va carrément changer de métier et qui va venir dans un des métiers de l'IA générative. Donc là, en reskilling et en upskilling, on a 2 types de formations, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La formation expert, qui va être en fait une fonction très AMOE, maîtrise d'œuvre, qui va fabriquer, qui va intégrer le projet, le modèle dans un pipeline chez le client, si tu veux. Et puis tu as le consultant, qui lui est l'AMOA, qui va conseiller le client, qui va organiser la maîtrise d'ouvrage. D'accord ? Donc là, par exemple, l'expert, nous, on a une formation en 42 jours. Le consultant, c'est une formation en 23 jours. Ensuite, il y a le chef de projet. Donc là aussi, on a une formation chef de projet en IA générative qui dure 10 jours. Et on va même jusqu'à former nos commerciaux, en fait, chez nous. Okay. Parce que c'est important que les commerciaux comprennent comment aborder un client qui a un projet d'IA générative. Mais au-dessus de tout ça, restent les formations qu'on avait créées depuis 2018-2019 et qui, elles,
aujourd'hui sont déposées auprès de France Compétences, qui sont les formations de data scientist et de data ingénieur. On a été par exemple les premiers en France à créer une formation data engineering complète en 3 mois. Ouais. Je sais que le système classique, ça n'existe pas véritablement en fait. Une formation labellisée data engineer, classique. Nous, on en a une. Okay. Nous, on en a une et elle est diplômante. Ok, ça va. Bon, là, je vois le temps, il court déjà. Malheureusement, on va plus approfondir un peu plus sur le sujet. C'était très intéressant la discussion avec toi, Didier. J'ai 2 questions pour la fin, question flash. La première question, c'est s'il y avait un livre que tu devais recommander à nos éditeurs, ce sera lequel? Alors, c'est très compliqué parce que ça dépend du niveau de l'auditeur. Je dirais que l'ouvrage de Yann Lequin, Quand la machine apprend, est un très bon ouvrage que je recommande. Ouais. Je mettrai les liens en commentaire. Et pour terminer, s'il fallait écouter une personne sur ce podcast, ce serait qui? Qui aimerais-tu écouter sur le podcast? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment Yann Lequin qui est vraiment lead le sujet. Évidemment, il a toute une équipe qui travaille avec lui. C'est pas uniquement lui, mais les podcasts de Yann Lequin sont vraiment très, très intéressants. Ouais. Ah, j'aimerais bien l'inviter. Si tu as les moyens de nous mettre en relation, ça sera top. J'ai parlé avec lui 2 ou 3 fois, mais effectivement, je pense que ce jour-là, ça serait vraiment super. D'accord. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Merci à toi, Natacha. Salut. Félicitations à vous, vous êtes arrivés jusqu'à la fin de ce podcast. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous avez appris de cet échange avec Didier. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré? Partagez vos avis en commentaire. Surtout, mettez beaucoup de likes, partagez autour de vous parce que c'est comme ça que le podcast va grandir. C'est comme ça que des personnes de plus en plus influentes auront envie de partager leur expérience sur ce podcast. Donc je compte sur vous pour faire grandir cette plus belle communauté data et IA francophone. Mettez 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, partagez, likez, commentez et surtout, si vous souhaitez bien comprendre le métier de Machine Learning Engineer, j'ai fait une masterclass avec Christelle Vignon, le premier épisode de ce podcast. Ça s'affiche juste ici pour vous qui m'écoutez sur YouTube. Allez écouter la vidéo et nous on se dit très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye.